je vais supposer le contraire de ce qu'on me demande de montrer. On me demande de montrer que R plus X ne sera pas un rationnel. Mais moi, à présent, je vais montrer plutôt que R plus, je vais supposer plutôt, supposer que R plus X est un rationnel. C'est pour dire que si je suppose le contraire de ce qu'on me demande de montrer, qu'il sera en absurdité avec les hypothèses de départ du problème. Ça veut dire donc que ce n'est pas possible d'avoir en même temps l'hypothèse de départ qui est réalisée, d'accord, l'hypothèse de départ, R est dans Q et que X n'est pas dans Q, et en même temps le contraire, d'accord, de ce qu'on m'a demandé de montrer. Ça signifiera alors que dès que R est dans Q et que X n'est pas dans Q, alors on a bel et bien la propriété qu'on m'a demandé de montrer, qui est vraie. Puisque son contraire, si son contraire était réalisé, ça causerait une absurdité. Une absurdité signifie que donc, on va tomber sur une contradiction. Ok, ça veut dire que donc, vous aurez, ok, une contradiction par rapport à l'hypothèse de départ. On va regarder ça. Alors, soit R dans Q et que X n'est pas dans Q, je suppose que R plus X appartient à Q. Vous voyez, donc le contraire de R plus X n'appartient pas à Q. Alors que c'est ça qu'on me demande. On me demande de prouver ceci. Que R plus X n'appartient pas à Q. Mais pourtant, moi, je vais supposer plutôt que R plus X appartient à Q. Alors, cela signifie quoi? Alors, comme je l'ai dit, quand on est dans Q, ça signifie qu'on peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Alors, je dis qu'il existe P et Q, deux entiers non nuls, n étoiles, d'accord, qu'on note n étoiles, vous le voyez là, tel que R plus X, d'accord, est égal à P sur Q. C'est-à-dire que R plus X est égal à la fraction P sur Q. Puisque R plus X est un rationnel. Or, j'ai dit qu'un rationnel, c'est une écriture de fraction. Donc, ça veut dire que R plus X peut s'écrire sous la forme d'une fraction. P sur Q. D'accord? Comme il peut s'écrire sous la forme d'une fraction P sur Q. D'accord? Mais il faut des propriétés. Que P sur Q soit non nul. Mais surtout le Q, parce qu'on sait que le dénominateur n'est jamais nul. R plus X égale P sur Q irréductible. Irréductible, ça veut dire que je veux la forme la plus simplifiée de la fraction. D'accord? Une simplification de fraction, vous le connaissez. Si je fais 8 sur 4, 8 sur 4, je vais simplifier jusqu'à... Donc, ou plutôt, je préfère donc 4 sur 8. Je vais simplifier jusqu'à avoir, d'accord, 1 sur 2 parce que c'est simplifiable. 8 est divisé par 4. 4 est divisé par 4 lui-même. Ce qui me donne une fraction de 1 sur 2. Exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple. Donc, ça veut dire que 1 sur 2, c'est la version irréductible. D'accord? Ok? C'est la formule fractionnaire de 4 sur 8 la plus simplifiée. Donc, c'est pour ça qu'on peut irréductible. Ça veut dire que le dénominateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur commun. Ok? Bien sûr, il y a toujours un diviseur commun, c'est 1. Mais 1, lui, d'accord, il ne transforme rien. Ok? Alors, de ce fait, si je dis que R plus X est un P sur Q, qui est irréductible, alors cela va signifier quoi? Je vais faire un simple calcul. R plus X égale P sur Q. Donc, X égale P sur Q moins R. Un simple calcul de transposition. J'ai transposé le plus R, d'accord, de l'autre côté de l'égalité. P sur Q moins R. X égale P sur Q, donc moins R. Or, vous avez que R est dans Q. Ok? R est dans Q. C'était ça. C'était une hypothèse. Ok? Et X égale P sur Q moins R. Qu'est-ce que ça va signifier? Comme R est dans Q maintenant, lui aussi, je peux l'écrire sous la forme de fraction.
je peux lui aussi l'écrire sous la forme de fraction P' sur Q'. Ou avec les mêmes hypothèses, P' et Q' sont non nuls, c'est-à-dire c'est des entiers non nuls, et que la fraction elle est irréductible. Même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas simplifiable. Et qu'est-ce que ça va signifier? Alors x sera égal à quoi? Je remplace le R par sa valeur P' sur Q' maintenant. J'ai P sur Q moins P' sur Q' et je calcule. C'est-à-dire quoi? Je fais la réduction au même dénominateur. En réduisant au même dénominateur, on a vu comment c'est. Dans les classes inférieures, donc P fois Q' moins Q fois P' sur P fois Q'. D'accord? Une simple réduction au même dénominateur. Cela signifie que x égale A sur B. D'accord? Où A, je vais poser que c'est ça, le numérateur, P, Q' moins P' sur Q, P' Q plutôt, qui est aussi un entier. D'accord? Mais pas forcément non nul. Hein. Il peut aussi être nul ou pas. D'accord? Ça dépend. Et B, Q', lui, est forcément non nul, puisque Q et Q' étaient non nuls, le produit est toujours non nul. Le produit de deux nombres non nuls est forcément non nul. Mais là, on peut avoir nul, on ne sait pas quelle est la valeur de P et de Q'. On peut avoir la différence qui donne 0, cette différence-là. Donc, là, c'est plutôt n, au lieu de n étoiles, mais là, c'est bien n étoiles. Mais ce qui signifie alors que x est dans Q, puisque x, c'est qui est sous la forme d'une fraction A sur B, avec A et B irréductibles. D'accord? Même sans l'irréductibilité. Ce n'est pas important ici, puisque tout ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer que x, c'est qui est sous la forme d'une fraction. X égale A sur B, parce que là, on le voit bien. Ça, c'est un entier, et le dénominateur aussi est un entier non nul. Donc, si je pose que ça, c'est A, et que ça, c'est B, ok? Donc, j'ai bien que x égale A sur B. Donc, x est bel et bien une fraction. Et c'est absurde. Pourquoi? Parce que l'hypothèse de départ nous dit que x n'est pas dans Q. R était dans Q, mais x n'était pas dans Q. On suppose que R plus x est dans Q, on fait notre preuve et on tombe sur le fait que x est dans Q, forcément. Ça veut dire que dès que R plus x est dans Q est vrai, il est obligé que x soit dans Q aussi. Et cela donne une contradiction avec l'hypothèse de départ du problème. C'est ça la preuve par l'absurde. Et on vient donc de montrer que alors, la seule possibilité pour que tout ceci soit cohérent, c'est que R, si R appartient à Q et que X n'est pas dans Q, alors R plus X est forcément n'est pas dans Q. D'accord? R plus X n'appartient pas à Q. D'accord? Donc la conclusion après l'absurde, ce serait de dire que alors R plus X n'appartient pas à Q. Puisque s'il appartient à Q, cela mène à une contradiction avec l'hypothèse de départ. De ce fait, cela signifie que c'est R plus X n'appartient pas à Q. Donc, voilà l'idée donc de la preuve par l'absurde et de la preuve de la manière d'utiliser aussi les rationnels. Si on dit qu'un élément est dans Q, comment on essaie de le caractériser? Comment exploiter cette hypothèse? Comme vous le voyez là, l'existence de deux nombres tels qu'on puisse écrire la fraction. D'accord? Donc, voilà pour cette première preuve de R plus X n'appartient pas à Q. Alors, y a-t-il des questions sur ça? Mhm.
Bien. Très bien. Alors, donc s'il n'y a pas donc de question et si c'est clair, donc c'est tant mieux. On regarde alors la suite. Même principe avec l'autre aussi, où on nous dit cette fois-ci que si R est différent de 0, ça veut dire que ça, c'est les mêmes hypothèses. Elles restent valables dans le problème. Tel que c'est posé, d'accord? Elles restent valables. On nous a dit, toujours, c'est dans la même question en fait. C'était dans la même question. R est dans Q toujours et que X n'est pas dans Q. Mais on ajoute juste que si R est différent de 0, on l'ajoute. Ok? Puisque ce qu'on ne veut pas, c'est le fait de tomber sur 0. R fois X, si R peut être nul, alors R fois X sera 0. On ne veut pas tomber sur ce cas-là, ben on dit que si R est différent de 0, tout simplement. Ok? Alors, on nous dit de montrer que R fois X n'est pas dans Q. Donc R fois X n'est pas un rationnel. Ben, comme tout à l'heure, je vais utiliser l'absurde. Je vais supposer que R fois X appartient à Q. C'est-à-dire que c'est un rationnel. Et je vais montrer qu'il est en contradiction avec les hypothèses du problème. C'est-à-dire, soit avec R dans Q, soit avec X n'est pas dans Q, etc. On va voir. Donc, si je dis que R fois X est dans Q, ça veut dire qu'il existe P et Q dans N étoiles, tel que Rx soit égal à P sur Q irréductible. Oui, comme tout à l'heure. D'accord? Puisque quand c'est irréductible, ok, quand on écrit, quand on dit que c'est un rationnel, ok, ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction et qu'on peut avoir la forme la plus simplifiée de la fraction. Ok? Très bien. Alors, or, on a que R est dans Q. D'accord? C'est les hypothèses du problème de départ. Elles sont toujours valables pour le deuxième cas. R est dans Q. Comme R est dans Q, alors on peut l'écrire aussi sous la forme d'une fraction. Autrement dit, R égale P' sur Q' irréductible. D'accord? Il est irréductible aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? R fois X égale P' sur Q' multiplié par X. Je remplace par sa valeur. Le R égale P' sur Q'. Parce que c'est un élément de Q, on peut l'écrire sur la forme d'une fraction. P' sur Q' fois X égale P sur Q. Cela signifie alors que X égale P sur Q divisé par P' sur Q'. Et on sait que la division de ces deux fractions, ça revient au produit du numérateur du premier fois le dénominateur du second sur, d'accord, le produit du dénominateur du premier fois le numérateur du second. Voilà, donc c'est-à-dire P sur Q fois Q' sur P', on inverse. On fait la division de deux fractions, c'est le produit du premier, ok, fois l'inverse du deuxième. Donc P sur Q multiplié par Q' sur P', ce qui donne ce résultat. Ok, P fois donc Q' sur P', Q. Et donc ça aussi, on va voir que ça aussi c'est une fraction. C'est une fraction. Puisque si je peux donc dire que donc X est égal à A sur B, où A c'est le PQ', je le pose, qui est non nul, puisque P était non nul, Q' était non nul, et P non nul aussi. Et que le produit de deux nombres non nuls, c'est non nul. B égale P' Q, qui est non nul aussi, qui est donc un entier dans, d'accord, un entier naturel aussi non nul. Et là, donc, je peux conclure que X est donc dans Q, c'est un rationnel. Et donc, si je conclue que c'est un rationnel parce qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, ce sera une absurdité puisque l'hypothèse de départ me dit que X n'est pas dans Q. L'hypothèse de départ me dit que X n'appartient pas au nombre rationnel. Donc, ce sera une absurdité. Et donc, par conclusion, on va donc conclure, après l'absurde, que donc finalement, R fois X est donc
d'accord, est donc en fait d'accord, n'appartient donc pas à Q. Puisque le fait qu'il appartienne à Q, si on le suppose, ben cela va entrer en contradiction avec l'hypothèse de départ du problème. C'est ça la preuve par l'absurde. Je suppose le contraire de ce qu'on me demande de montrer. Et je montre que si elle est vraie, alors il y aura une absurdité, une contradiction avec les hypothèses du départ du problème. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas possible d'avoir le contraire de ce qu'on m'a demandé de montrer. Et donc, par conséquent, c'est ce qu'on me demande de montrer qui est vrai. D'où donc ici, on va conclure alors que f fois x est donc, n'appartient donc pas à Q. Voilà. Ok, donc ça aussi pour... C'était toujours la question 1, mais la deuxième démonstration qu'on nous a demandé de faire, c'est-à-dire de montrer que f fois x n'appartient pas à Q. Ok? On avait déjà montré le premier cas de la somme, qui n'est pas, d'accord, de la somme qui n'est pas aussi donc dans Q. Donc, une propriété importante donc a été montrée. C'est laquelle? Si vous avez un rationnel, c'est-à-dire un nombre qui s'écrit sous la forme d'une fraction, et un autre nombre qui n'est pas un rationnel, ça veut dire que ce nombre-là, lui, on ne peut pas l'écrire sous forme d'une fraction, ok? Et dans ce cas, si on fait le somme, on a vu que, en fait, le somme n'est pas un rationnel. C'est-à-dire que le somme ne peut pas s'écrire sous forme d'une fraction. Et on a vu aussi que si vous faites le produit aussi, ce n'est pas non plus un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction. D'accord, voilà les propriétés qu'on vient de montrer. D'accord, donc les exercices sont en général des extensions du cours, c'est-à-dire c'est un moyen donc de prouver, de démontrer d'autres propriétés supplémentaires et d'en savoir plus sur les propriétés de ce qu'on a appris dans le cours. Dans le cours, on nous donne certaines propriétés sur Q lui-même, etc. et R. D'accord? Maintenant, les autres choses, les autres détails, les autres propriétés seront, d'accord, montrées à travers des exercices, etc. Oui, donc pour l'hypothèse de départ, le x ne doit pas être aussi, d'accord, différent donc de 0. Le x ne doit pas être aussi différent de 0. Ben, donc là, en fait, ce n'est pas une nécessité. L'essentiel, c'est que là, déjà, on se suppose, quand on dit, donc tout ce qu'on nous dit, l'hypothèse de départ, c'est que R est dans Q et que X n'est pas dans Q. D'accord? Ben, il est vrai que donc, X n'est pas dans Q. On n'a pas exclu le fait que Q ne soit pas différent de 0, c'est vrai. Mais là, on va quand même l'éliminer parce qu'il ne faut pas oublier que, attention, que 0 est un rationnel. D'accord, 0 est un rationnel. Quand on te dit que x n'est pas dans Q, ça veut dire que donc, tout simplement, que x est différent aussi de 0. Ok, parce que 0 est dans Q. Donc, le fait d'avoir dit que x n'est pas dans Q dans l'hypothèse signifie que le cas du 0, d'accord, est éliminé d'office. Puisque 0, c'est aussi 0 sur 1, 0 sur 2, c'est 0 sur n'importe quoi. D'accord? Donc 0 est aussi dans Q. D'accord? Donc le fait de dire que x n'appartient pas à Q implique automatiquement que x n'est pas égal à 0. Le cas du 0 est automatiquement éliminé. D'accord? Alors, d'ici de celui-là. Alors, si R est différent de 0, donc l'association peut être aussi démontrée. Bon, d'abord le cas du, je parle du si. Alors, si R est différent de 0, ok? Mais si X, ici on ne dit pas si X, d'accord, est différent de 0 ou rien, parce que cette hypothèse n'est pas nécessaire parce qu'elle est déjà réglée dans l'hypothèse du X n'appartient pas à Q. D'accord? On n'a pas besoin de ce si-là. Ici, le seul si qu'on a besoin, c'est le si du R. Il est ajouté aux hypothèses de départ, c'est-à-dire que R appartient à Q.
Parce que quand on est dans Q, on a la possibilité d'être nul. Un nombre qui est dans Q, alors il y a 0 dans Q. Donc R aurait pu être égal à 0. C'est pour ça qu'il est éliminé. Dans la question suivante, on dit si R est différent de 0. C'est pour éliminer le cas où on a R fois X égale 0. Mais X, lui, on n'a pas besoin d'ajouter cette hypothèse que X est différent de 0 parce qu'elle est déjà là. Puisque X n'appartient pas à Q. Quand X n'appartient pas à Q, ça veut dire que X est différent de 0 aussi. D'accord? Puisque Q contient 0, 0 est dans Q. Si on te dit qu'un élément n'est pas dans Q, ça veut dire que cet élément ne peut pas être égal à 0. Donc, ce n'est pas la peine de dire que si X est différent de 0 parce que dans l'hypothèse, X n'appartient pas à Q, ben X ne peut pas être égal à 0. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok. Alors, oui, donc, question d'Elisabeth. La soustraction peut être aussi démontrée comme le cas de l'addition. D'accord? Soustraction. Ben, oui. Parce que là, tu aurais R moins X. Par exemple, dans le cas de R plus X, le R moins X serait la même chose. Et puis là, c'est même pas exclu, car il ne faut pas oublier que ce X-là, d'accord, lui-même peut être un nombre négatif. S'il est un nombre négatif, R plus X, c'est R moins X. Ok? Donc, en fait, R plus X est vraiment général. Même la soustraction est dans cette opération. Parce qu'on a appris, d'accord, on a appris les nombres, d'accord, que les nombres, il y avait les parties négatives et les parties positives. On a appris que donc, on a, d'accord, les réels négatifs et les réels, d'accord, et les réels positifs. Et de ce fait, on sait que quand tu as X, tu as son opposé moins X dans les réels. Ok? Et que quand tu mets R plus X, ok, c'est en fait faire aussi R moins X. Et quand tu fais R moins X, le moins X lui-même, tu peux poser que c'est un A. Et donc, tu as R moins X qui a été prouvé aussi. OK? Etc. Donc, voilà, donc c'est des choses, mais donc oui. Mais si on met quand même R moins X, ben on peut faire les mêmes étapes pour le démontrer. Ce sera la même chose. C'est bien. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, ben on va avancer à la suite. Très bien. Donc, à la suite, la question 2 nous demande de montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. Donc, on nous demande à présent de montrer que ce nombre-là, racine de 2, n'est pas dans Q. Signifie que on veut montrer que c'est un irrationnel. D'accord? Puisque j'ai dit tout à l'heure, quand on dit qu'on est dans Q, ça veut dire qu'on est un rationnel. L'ensemble Q, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc, des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme de fraction. Ou alors, donc, la division de cette fraction donne un nombre dont la partie décimale, d'accord, est périodique. 0,3333 par exemple, etc. Ou 0,233, 233, 233, etc. D'accord, ce genre de nombre. OK? Donc, ça, c'est un rationnel. Ceux qui ne sont pas dans cet ensemble sont appelés des irrationnels. On veut montrer ici maintenant que ce nombre racine de 2 est un irrationnel. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Même principe. Je vais montrer par l'absurde que ce n'est pas possible. Je vais montrer que si on suppose que racine de 2 est en Q, que racine de 2 est un rationnel, qu'on va tomber sur une contradiction. Qu'on va tomber sur quelque chose d'absurde, d'impossible. Très bien. Alors, je suppose que racine de 2 appartient à Q. On suppose que racine de 2 appartient à Q.
Cela implique quoi? Qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. Comme tout à l'heure, il existe. Ça, c'est la notation pour dire il existe. Hein. Normalement, en algèbre, vous avez déjà dû voir ces quantificateurs. D'accord? Des quantificateurs pour tout, il existe, etc. Donc, il existe P et Q dans n étoiles. Ça veut dire donc, voilà, comme on l'a dit, comme on le dit, il existe. Il existe P et Q dans n étoiles, tel que racine de 2 soit égale à P sur Q. Et c'est une fraction irréductible. C'est-à-dire que j'ai pris la version la plus simplifiée pour dire que c'est ça qui est égal à racine de 2. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'élève au carré. J'élève au carré. J'ai donc 2 égale P carré sur Q au carré. J'ai élevé cette égalité au carré. Les deux membres ont été élevés au carré. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 égale P carré sur Q au carré. Ce qui signifie quoi? Que P au carré est égal à 2 fois Q au carré. Oui, donc j'ai juste transposé là par produit. Ok, le Q au carré, je l'ai multiplié de l'autre côté du membre. Donc, P au carré égale 2 fois Q au carré. Et cela signifie alors quoi? Ben, on a vu que P n'était pas divisé par Q. D'accord? P et Q la fraction était irréductible. Si on dit que la fraction est irréductible, ça veut dire que P, d'accord, n'est pas divisible par Q. Donc, comme P n'est pas divisible par Q, et que P au carré égale 2 fois Q au carré, donc P est forcément divisible par 2. D'abord, en fait, c'est P au carré d'abord qui est divisible par 2. Parce que vous avez P au carré égale au produit de 2 fois Q au carré. Ok? Donc, P au carré est divisible par 2, c'est clair. Mais on en déduit alors que c'est P qui est divisible par 2. Parce que P au carré, c'est P fois P. Ok? P au carré, c'est P fois P. Si vous avez que le P au carré est divisé par 2, ça veut dire P fois P est divisé par 2, alors ça veut dire que c'est un des P, d'accord, qui est divisé, c'est le P lui-même qui est divisé par 2. Puisque le carré, lui, c'est P fois P. D'accord? P au carré, lui, ne peut pas être divisé par quelque chose si ce n'est pas le P lui-même qui est divisé par quelque chose, puisque le P au carré, c'est P fois P lui-même. D'accord? Donc, P au carré divisé par 2 signifie alors que P est divisé par 2. Ça, c'est une première chose. On garde. D'accord? On garde, mais on l'utilise aussi. Alors, qu'est-'ce qu'on fait? Cela signifie quoi? Quand on dit que P est divisé par 2, ça veut dire qu'on peut trouver un entier, P', tel que P soit égal à 2 fois P'. Parce que c'est ça la propriété d'une divisibilité. Quand on est divisé par un nombre, ça veut dire qu'on peut s'écrire sous la forme du produit de son nombre fois un autre nombre. P est divisible par 2. Ça veut dire que je peux écrire P sous la forme de 2 fois P', où P' est un entier, non nul, bien sûr. D'accord? Puisque j'avais l'hypothèse que P était non nul. C'est ça, j'avais choisi comme hypothèse. P divisé par 2 implique qu'il existe un entier non nul tel que P soit égal à 2 fois P'. Et là maintenant, j'élève encore au carré comme tout à l'heure. Donc ceci va signifier, ok, n'oublions pas que si je fais P au carré, si j'élève au carré, j'ai P au carré égale 4 P' au carré. Je reprends cette expression-là. Je le réécris là avec la nouvelle information. Donc 4 P' carré égale 2 fois Q au carré. 4 P' carré égale 2 fois Q au carré. Cela signifie quoi? Ben, cela implique quoi plutôt? Que 2 fois P' carré, je simplifie les deux. D'accord? 2 fois P' au carré égale Q au carré. Ce qui est arrivé à P tout à l'heure va arriver à Q. Q au carré est donc divisé par 2 d'abord. Et ensuite, on en déduit que Q est divisé par 2 aussi.
Q au carré est divisé par 2. À cause du fait que Q au carré égale 2 fois P' au carré. Cela implique que Q est divisible par 2. Alors, qu'est-ce qu'on a appris alors? Ça veut dire que 2 est un diviseur commun de P et de Q. On avait déjà que P est divisible par 2. On vient d'avoir que Q est divisible par 2. Ça veut dire que P et Q sont en fait divisibles par 2 tous les deux ensemble. Donc 2 est un diviseur commun. Et là, on dit que c'est absurde. Pourquoi on dit que c'est absurde? C'est parce que on avait dit que P et Q étaient irréductibles. La fraction là, elle n'était plus simplifiable. Alors, ça veut dire que donc, si on vient ici et qu'on dise que 2 est un diviseur commun maintenant de P et de Q, ça veut dire que P sur Q est simplifiable. C'est une contradiction. On est tombé sur une contradiction. On part de quelque chose et on tourne jusqu'à trouver son contraire. C'est absurde, c'est une contradiction. Voilà un autre exemple de preuve par l'absurdité. Et donc là, c'était pour montrer que racine de 2 est donc forcément n'appartient donc pas à Q. Parce que si on suppose que racine de 2 est un rationnel, on tombe sur des absurdités. Et donc, par conséquent, la conclusion, c'est que racine de 2 n'appartient pas à Q. Racine de 2 n'est donc pas un rationnel. Voilà ce qu'on avait à montrer. La troisième ligne. 1, 2, 3. Donc, P divisé par 2. OK? Donc, P divisé par 2. Ce qu'on dit donc, c'est que P divisé par 2, quand on dit qu'un nombre est divisé par quelque chose, par un autre nombre, ça veut dire que ce nombre-là, le premier nombre, d'accord, peut s'écrire en produit, OK, du nombre qui le divise par un autre nombre qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, 8 est divisible par 2. 8 est divisible par 2, ça veut dire que je peux écrire 8 égale 2 fois 4. 8 égale 2 fois 4, c'est à cause de ça. OK? Ici, on ne connaît pas forcément le P'. Je n'ai pas besoin de le connaître. Mais je vais juste dire que comme P est divisé par 2, alors P égale 2 fois 1 P', où P' est un entier non nul. C'est pour ça qu'il est divisé par 2. D'accord? Donc P divisé par 2 signifie qu'il existe un entier non nul, P', P' appartient à n étoiles, tel que P soit égal à 2 fois P'. Oui. Donc P et Q sont premiers entre eux. Ça veut dire que P et Q irréductibles, oui. Oui, c'est ça aussi. On peut le dire qu'ils sont premiers entre eux. D'accord? La fraction est irréductible aussi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. Et on a appris dans les classes inférieures que quand on n'a pas de diviseur commun, ça veut dire qu'on est premier entre eux. Oui, tout à fait. D'accord? C'est ça. OK? Donc deux nombres premiers entre elles, ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur commun. À part 1, bien sûr, mais 1 ne change rien. OK? Voilà. Alors, donc, à la troisième ligne pour sort de feuille, j'espère que c'est bon. P divisé par 2 implique qu'il existe. P' appartient à n étoiles, tel que P soit égal à 2 fois P'. OK? Tu prends l'exemple de n'importe quel nombre, tu dis qu'elle est divisée par quelque chose. Je prends 9. OK? Ou bien 12. Elle est divisée par 3. Ça veut dire que je peux écrire en fait 12 par le produit de 3 fois quelque chose. 12 égale 3 fois 4, effectivement. OK? Mais ici, je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi P', la valeur exacte. Non, parce que là, je parle dans la généralité. P, je ne connais pas. C'est dans le général que je suis en train de raisonner. Mais dans tous les cas, si je dis que P est divisé par 2, cela signifie que P égale 2 fois Q, 2 fois P'. Où P' est un autre entier. OK? Alors, si c'est clair, ou bien s'il y a d'autres questions.
OK. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on avance. Bien. Très bien. Donc, voilà. Ensuite, donc là, on va donc regarder la question 3, donc de la même exercice qui nous dit d'en déduire entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. OK. Voilà, c'est ça. Donc là, on veut qu'on essaye d'utiliser les deux propriétés qu'on a montrées. Le 1 et le 2. On veut les utiliser dans une déduction. Ben, on va voir comment on va pouvoir s'en sortir. Alors, je vais charger la page suivante. OK. Alors, ici, on a deux manières, ou bien plusieurs, mais là, j'en ai précisé deux. Il y a cette partie, et il y a là, bon. Mais la même idée, c'est la même idée. OK. Alors, ici, je vais plutôt d'abord commencer par la deuxième. OK, puisque la deuxième est une application beaucoup plus directe de la première par rapport à la première. OK, celle-là, elle est un peu plus indirecte. Mais bon, on verra. Mais pas si indirecte que ça. Alors, ici d'abord, qu'est-ce que je vais faire? On nous dit qu'on veut montrer qu'entre tout nombre rationnel, il y a un nombre qui est irrationnel à l'intérieur. C'est ça qu'on nous dit. En déduit, entre deux nombres rationnels, il y a toujours un nombre irrationnel. Entre veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un intervalle. D'accord? C'est dans le cours aussi, la définition d'intervalle, bof, etc. Donc, je crois bien. OK? Normalement. Alors, un intervalle, c'est tout simplement, je vais dire ça rapidement aussi, donc on ne sait jamais. D'accord? Alors, si... ça, c'est pas bon. Là, voilà. Donc là, j'ai X. Et là, j'ai Y. Ça, c'est un intervalle. OK, c'est... D'accord, l'ensemble R, vous savez que l'ensemble R, c'est une droite numérique. Ça veut dire que là, je peux prolonger. OK, je peux prolonger. OK, et là, ce sera... OK, plus l'infini. Là, si je prolonge de l'autre côté, ce sera peut-être moins l'infini. 0 est quelque part aussi. D'accord, il est quelque part, ça dépend de x et y, qu'est-ce qu'ils sont. D'accord, si x et y sont des nombres négatifs, 0 est par là. Si x et y, si x est négatif et que y est positif, 0 est peut-être par là quelque part. Sinon, 0 est quelque part par là aussi, etc. Si les deux sont positifs. Mais l'essentiel, ça c'est la droite numérique et qu'on peut graduer dedans tous les nombres réels. D'accord? Et j'ai précisé tout à l'heure aussi que quand on est un rationnel, on est aussi un réel. Les rationnels sont dans les réels. Donc, x et y, on nous dit que ça, c'est deux rationnels. C'est deux rationnels. D'accord? Ça, c'est un intervalle. Ça forme un intervalle. Je vais supposer que x est plus petit que y pour pouvoir définir un intervalle. Un intervalle se définit comme ça. X, y. Soit c'est fermé, soit c'est ouvert, soit c'est semi-ouvert, soit c'est semi-fermé, ainsi de suite. Ouvert, ça veut dire que les crochets là sont complètement ouverts. Ça veut dire que on définit la droite, le segment x, y, mais où x est exclu et y aussi est exclu de l'ensemble. C'est tous les éléments qu'il y a entre les deux, de x jusqu'à y, mais sauf x et sauf y, si j'ouvre comme ça les intervalles. D'accord? Si j'ouvre avec des crochets. OK? X, je mets X, virgule, je mets Y, et j'ouvre le crochet. Ça, c'est ouvert. C'est un intervalle ouvert. Si j'écris, OK? Là, je ferme le crochet devant et j'ouvre toujours la partie droite. Ça, c'est semi-ouvert.
ou bien semi-fermé aussi. C'est fermé à moitié. Mais là, ça veut dire quoi? X fait partie. Et vous avez tous les autres éléments qui sont entre les deux jusqu'à Y et Y ne fait pas partie. Ça, c'est un intervalle. On a aussi la version fermée. C'est-à-dire que je ferme sur le X. Je ferme sur le Y aussi. Etc. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Si on dit que entre les deux, il y a un élément, ça veut dire qu'on veut considérer l'intervalle et dire qu'à l'intérieur de cet intervalle, il y a un nombre qui est irrationnel. Ok. Si on connaît maintenant ce qu'est un intervalle, qu'est-ce que ça veut dire être entre? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire être un élément dans l'intervalle? Ben, cela se traduit mathématiquement. Un élément ici, si je dis Z appartient à l'intervalle, si je dis que Z appartient à l'intervalle X, Y, d'accord? Bon, c'est pas facile d'écrire ici. C'est avec la souris. Donc, si on dit que Z est dans X et Y, eh bien, on peut le caractériser mathématiquement. Comment? Ben, il existe lambda, un réel, tel que Z soit égal à X plus lambda fois Y moins X. Donc, je le réécris par là. Z égale X plus lambda. Bof, lambda, donc j'ai changé en L pour l'écriture ici. Fois Y moins X. Z égale X plus lambda fois Y moins X. Tous les éléments qui s'écrivent comme ça, avec, bien sûr, avec, là, donc, c'est pas seulement dans R, d'accord, il faut préciser, plus, avec lambda plutôt, est dans 0,1. Là, comme ça. Dans 0,1. Voilà. D'accord? Ou bien j'aurais pu dire, il existe lambda dans 0,1 directement, tel qu'on est ça. Donc voilà, le L là, d'accord, appartient, d'accord, appartient à, ouais, à 0,1. Ok, voilà. Mais là, j'ai ouvert, quand on ouvre le 0,1, ça veut dire que X et Y sont exclus. X et Y sont exclus. Parce que quand c'est égal à 0, remarquez que quand lambda égale 0, ça veut dire que vous avez X. Z égale X. Quand lambda égale à 1, ça veut dire que vous avez X plus 1 fois Y moins X. Les deux X sautent et il reste Y. Ça veut dire que Z égale Y. Ça veut dire que si tu veux exclure, si on veut exclure X et Y, ben il faut ouvrir le lambda. Lambda doit être dans 0,1, ouvert. Si on veut le faire partir, si on veut qu'il fasse partie plutôt de ce qu'on veut caractériser du Z, ben alors il faut mettre, ok, 0,1 mais fermé. Si on veut seulement que le X soit dedans, on ferme le 0. Mais l'essentiel, c'est que là, Z égale X plus lambda Y moins X caractérise tous les éléments qui sont dans l'intervalle X, Y. Il suffit que je fasse décrire lambda, tout le 0,1. Si je prends lambda égale 0,1, je calcule, je trouve Z égale quelque chose, et ce Z-là sera dans l'intervalle X, Y. Si je prends lambda égale 2, donc non pas 2, donc puisque c'est en 0,1,
Si je prends lambda égale 0,40, d'accord, 46, 77, etc. Ben, si je multiplie ici et que je fais le calcul avec x et y moins x, ben, je trouve un élément qui est dans x et y. Ok, vous pouvez faire l'exemple avec n'importe quel intervalle. Par exemple, 4 et 7 ou etc. Si vous avez l'intervalle 4 et 7, ok, par exemple, ok, vous prenez l'intervalle 4 et 7 par exemple. Ok, donc on va essayer de regarder ça. 4,7. Par exemple, je prends cet intervalle 4, 7. Ok, disons. Ok, vous pouvez essayer de voir ça. Pour 4, 7, par exemple, l'intervalle. Donc ici, x c'est 4 et y c'est 7. Je dis que z égale 4 plus L multiplié par 7 moins 4. Je dis que ça, c'est un élément de l'intervalle 4, 7. Ben, on va voir, par exemple, que si je prends L égale 0,4, qu'est-ce qu'on a? J'ai que Z égale 4 plus 0,4 multiplié par 7 moins 4, c'est 3. Ok? Égale. Donc 1,2, donc 4 plus 1,2 égale 5,2. D'accord? Et 5,2 est bel et bien dans entre 4 et 7. Ok? C'est ça le truc. On caractérise toujours un intervalle par ça. Ça décrit z égale lambda égale x plus lambda y moins x décrit tous les éléments qui sont dans l'intervalle entre deux valeurs. Voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, donc, ici, je vais poser r égale x plus racine de 2 sur 2 fois x fois y moins x. Ça, c'est pas gratuit. C'est parce que je sais que ça sera toujours un élément de x, y. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le lambda, voilà lambda, racine de 2 sur 2. C'est un nombre plus petit que 0, plus petit que 1, mais positif. Ça, c'est un nombre plus petit que 1. D'accord? C'est racine de 2 divisé par 2. Vous tombez normalement sur, d'accord, sur une valeur, ok, donc plus petit, ok, divisé par 2, à peu près égal à 0,7, 0,7, etc. D'accord, c'est à peu près égal à ça. Donc, j'écris ça comme ça. Pourquoi racine de 2 sur 2? Ben oui, parce que je sais que j'ai la propriété sur les racines de 2, qui était dans la question 2. Je sais aussi que j'ai la propriété sur les produits, d'accord, qui était dans la question 1. Je sais aussi que j'ai la propriété sur la somme, qui était dans la question 1. Donc, je vais prendre un élément R qui est dans l'intervalle et je le caractérise comme ça. X plus racine de 2 sur 2, Y moins X. Et je vais montrer que cet élément-là n'est pas un rationnel en l'aide des propriétés qu'on avait montrées. Pourtant, X et Y sont bien rationnels. Je dis X et Y appartiennent à Q. C'est des rationnels. Mais je vais prendre R égale X plus racine de 2 sur 2 fois Y moins X. Et je vais montrer que ce n'est pas un rationnel, grâce aux propriétés qu'on avait montrées. Alors, or, x et y est dans Q, d'accord? Or, racine de 2, lui, n'est pas dans Q, on le sait. On vient de le montrer dans la question 2. Ok, bon, dans l'autre page. Cela signifie quoi? Ben, cela signifie que le produit entre un non rationnel et un rationnel, ben, on avait vu tout à l'heure, d'après le 1, dans la question 1, que ce n'est pas un rationnel. Ici, racine de 2 n'est pas dans Q, on l'avait. R fois X n'appartient pas à Q. Dès que R est dans Q et que X n'est pas dans Q,
R fois X n'est pas dans Q. Ici, mon X, c'est la racine de 2. Et le Y moins X, c'est le R. Dans mon problème, ici. OK? Y moins X. Parce que la différence de deux rationnels est un rationnel. La différence de deux rationnels est un rationnel. OK? Y moins X est donc un rationnel. Mais racine de 2 n'est pas un rationnel. Donc, racine de 2 fois Y moins X sur 2 n'est pas dans Q. Le sur 2, je le mets sur le Y moins X. D'accord? Parce que Y moins X est encore un rationnel. Si je divise encore par 2, ça reste toujours un rationnel. C'est toujours une fraction. Donc, racine de 2 fois maintenant un rationnel, ben on a vu d'après 1 que le produit n'est pas un rationnel. Car racine de 2 n'est pas un rationnel et que l'autre est un rationnel. Le produit n'est pas un rationnel. D'accord? Là, je l'explique dans la parenthèse. Car Y moins X sur 2 est un rationnel. D'accord? Puisque Y et X sont dans Q. D'accord? Ça, c'est pour dire d'où ça vient, ça. Ensuite, R égale X plus racine de 2 sur 2 fois Y moins X. N'est pas dans Q non plus. D'après 1, parce que c'était la somme. On a dit que la somme, ok, d'un rationnel et de quelque chose qui n'est pas un rationnel, ben n'est pas un rationnel. On a d'après ici que ce n'est pas un rationnel. Si j'ajoute X, ben la somme n'est pas un rationnel. D'où R, d'accord, qui lui appartient à XY, d'accord, et pourtant R n'est pas un rationnel. Donc, ça veut dire que entre l'intervalle, dans l'intervalle XY, entre X et Y, j'ai pu trouver un nombre qui n'est pas un rationnel. D'accord, donc je dis que R est dans l'intervalle, donc ça veut dire que c'est un nombre dans l'intervalle. Il est entre X et Y et on constate qu'il n'est pas dans Q. Puisque là, la conclusion c'est que R n'est pas dans Q d'après 1. Donc voilà. Voilà donc l'idée qu'on voulait véhiculer ici. C'est-à-dire que si vous prenez deux rationnels, vous prenez donc un intervalle entre les deux, ben vous avez, ok, vous avez à l'intérieur forcément des non rationnels. Vous avez des non rationnels à l'intérieur, ok, de l'intervalle. Voilà. Voilà donc ici, donc pour le premier cas. D'accord, pour le premier cas. Ok, le deuxième cas, c'est la même idée. C'est la même idée, mais seulement, d'accord, disons un peu moins simple, donc avec donc, une autre valeur, en fait, entre les deux. Ici, j'ai tout simplement élevé au carré x et y, en supposant bien sûr que x est inférieur à y. Puisque si je dis x et y dans Q, il faut que je donne un ordre. D'accord? R est ordonné de la manière, d'accord? Il y a toujours un ordre. X est du plus petit que y, je suppose. Donc dans ce cas, c'est parce que j'en ai besoin pour savoir qui est la borne inférieure de l'intervalle et la borne supérieure, c'est-à-dire lequel est la partie la plus petite de l'intervalle et la partie la plus grande. C'est pour définir correctement l'intervalle, c'est normal. J'élève au carré. X carré est inférieur à y au carré. Ce qui signifie que x carré plus y au carré sur 2, si je fais la somme, c'est la moitié, ça veut dire que c'est un élément, d'accord, de x carré et de y carré. Si vous prenez deux éléments qui forment un intervalle, là, x carré, y carré, si je fais la somme, je divise par 2, je suis dans l'intervalle, je suis à l'intérieur de l'intervalle. C'est la moitié, d'accord, c'est l'élément au milieu du segment. D'accord, c'est l'élément au milieu du segment. Alors, cela implique quoi? Cela implique alors que racine, je prends la racine maintenant, que la racine aussi de x carré plus y carré sur racine de 2 est aussi un élément de xy. Puisque ça, c'est un élément de x carré y carré. Si je prends la racine, il est aussi un élément de xy. D'accord? Bien sûr, on suppose qu'en prenant la racine, le signe n'a pas changé. D'accord? Mais même si c'est ça, ben, en tout cas, d'accord, il y a un des éléments, d'accord, qui sera forcément à l'intérieur. D'accord? Je suppose que donc c'est lui qui sera à l'intérieur de l'intervalle. Alors, or,
la racine de 2 est un irrationnel. Donc, c'est à partir de là, j'utilise la même chose que vous avez vu dans l'autre cas. C'est-à-dire, l'idée, comme racine de 2 est irrationnelle, d'accord? Racine de 2 est irrationnelle. Si ça là, donc là, maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ça, c'est rationnel ou pas. Peu importe. Là, je vois que les deux cas me donnent la même réponse. Si ça, c'est un rationnel, alors dans tous les cas, le rapport entre racine de x carré plus y carré sur racine de 2 n'est pas un rationnel toujours, d'après 1. Bon, parce que là, c'est vrai qu'on n'a pas donné la version division, mais il ne faut pas oublier que diviser par racine de 2, c'est multiplier aussi par racine de 2 sur 2. Ok, puisque racine de 2, ici, celui-là, c'est quoi? C'est 2, d'accord, divisé par racine de 2. Ça veut dire que c'est multiplié par racine de 2 sur 2. Donc, la même chose qui est dit en division, c'est aussi la même chose, d'accord, avec le produit. D'accord? Donc, peu importe, donc ça ne sera pas dans Q, d'après 1. Si maintenant ce n'est pas un rationnel, ça, c'est x carré plus y carré racine, alors c'est clair que les deux ensemble ne sont pas, d'accord, n'est pas un irrationnel, puisque c'est un rapport de deux nombres qui sont irrationnels. Ben, j'aurai toujours un irrationnel. D'où donc, on aura bel et bien que cet élément-là n'est pas un rationnel. Or, on avait déjà que cet élément était dans x et y. Donc voilà l'autre version, mais c'est la même idée. C'est juste que dans cette version, il fallait d'abord que j'essaye de trouver un élément, d'accord, qui est dans x et y de manière, disons, un peu plus directe ou naturelle. Alors qu'ici, donc voilà, je construis d'une manière générale parce que je sais que les éléments, d'accord, tous les éléments qui sont dans x et y se caractérisent par la formule là, avec lambda. Mais ici, je prends exprès un lambda où il y a racine de 2. Parce que je veux exploiter la propriété du racine de 2. Voilà. Donc, de quoi il retourne. Alors, s'il y a des questions à ce niveau. OK. Alors, des questions? Alors, est-ce que c'est clair alors? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Ou est-ce que c'est clair? Oui, ben, donc non, parce que non, il n'y a pas de questions, ou donc non, c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est ce nom-là? Ok. Pourquoi RR première ligne? Non, bof, là, c'est sûrement une erreur, bof. J'ai dû barrer ce R, bof. Mais c'est un seul R, hein, c'est R. D'accord? C'est un seul R. Ok, donc ce R là,
Je sais pas que c'est une erreur. Je ne me suis pas rendu compte, peut-être que j'ai écrit deux fois le R, ou sinon je l'ai un peu barré, je sais pas. Mais c'est un seul R, c'est le R, c'est un seul R, ok? D'autres questions? Bien, d'accord, donc on passe à la suite. Là, on commence à voir une autre propriété sur, d'accord, les notions de maximum entre des nombres et de minimum. D'accord? On vous définit comme le maximum de deux nombres comme étant le plus grand entre les deux nombres. D'accord? Le plus grand des deux nombres, ben, c'est le maximum. D'accord? Maximum entre deux nombres, ok? Ben, le plus grand est défini par max de ces deux-là. Donc, maximum entre 2 et 4, par exemple, si je dis max de 2, 8, ok? Max entre 2 et 8 égale ok? Donc là, on comprend ce qu'est un maximum. Le maximum entre 2 et 8, c'est le plus grand des deux. Le plus grand des deux, ben, ce sera, ici, on le voit, entre 2 et 8, le plus grand, c'est 8. D'accord? Donc, c'est ça, maximum. Il y a aussi la même version, mais en minimum. Minimum, par exemple, est entre 2 et 8. Ok? Ben, vous avez ben, le plus petit. On dit donc, c'est le plus petit des deux. C'est le plus petit de ces deux nombres, entre 2 et 8. Ok? Donc, le plus petit, c'est clair, c'est 2. Voilà. C'est ça, les notions de maximum et de minimum. D'accord? C'est le maximum, donc le plus grand entre les deux. Le minimum, donc min, donc de x égale, ce sera pour dire le plus petit des deux. Ainsi de suite. Alors ici, on nous donne max, on nous dit de démontrer que le maximum est égal à ça. Je mets un point d'interrogation pour dire que donc, est-ce que c'est égal? On veut qu'on le montre. On nous demande de montrer que max de xy est égal à x plus y plus valeur absolue de x moins y sur 2. D'accord? On veut montrer que le plus grand élément est forcément donné par cette formule. Dès que je mets cette formule, que cette formule caractérise le plus grand donc, entre x et y. Ça veut dire que si je détermine le plus grand de max entre x et y, ce plus grand-là est égal à cette formule. Très bien. On va voir. Ce que je fais, c'est quoi? Ben, le maximum entre deux éléments, c'est x ou bien c'est y. Il y a l'un ou l'autre. Il y a l'un ou l'autre. Il n'y a que deux éléments. Max de x et y, c'est ou x ou bien y. Bien. Si maintenant le max est entre x et y, c'est x, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais juste étudier les conséquences de ça et montrer que x est bel et bien égal à cette formule. Parce que je dis que si on est dans le cas où le maximum entre x et y, c'est le x. Si c'est x le plus grand, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vois que alors y est plus petit que x. Puisque j'ai dit le maximum entre x et y, c'est x. Donc y est plus petit que x. Sinon, c'est lui qui serait le maximum. Y est donc inférieur ou égal au max de x et y égal à x. D'accord. Et ça signifie quoi? Que x moins y est donc positif. Je transpose le y de l'autre côté. X moins y est supérieur ou égal à 0. Cela implique quoi? Ben, que donc, si je prends la valeur absolue de x moins y, j'essaie de caractériser en fait cette formule. Je vais écrire cette formule et calculer la valeur. Donc là, je calcule d'abord le x moins y. Si x moins y, je sais que c'est positif. Alors la valeur absolue de x moins y
c'est égal à x moins y lui-même. Si vous prenez la valeur absolue d'un nombre positif, c'est ce nombre positif lui-même. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. La valeur absolue d'un nombre négatif, ben là, c'est l'opposé. D'accord? Donc là, x moins y étant positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, je vais calculer cette valeur. J'ai donc x plus y plus valeur absolue de x moins y devient en fait x moins y. Sur 2. Les deux y sautent. Y moins y. Et donc, j'ai quoi? 2x sur 2 égale à x. J'ai fait multiplier les deux, ça fait faire x. Et là, je constate que dans ce cas-là, d'où max de xy est égal à x plus y plus valeur sur de x moins y sur 2. Dans le cas du max de xy égale à x pour l'instant. Donc, je vois que si on a ça, si c'est égal à x le maximum, ben on voit que ce sera finalement égal aussi à la formule. La formule va donner la même valeur. Bien, je vais faire la même chose avec y. La même chose va être faite avec y. Si max de x y égale à y, cette fois-ci, ça veut dire que y est le plus grand d'entre les deux. Bien, alors x est plus petit que y. Donc x est donc plus petit que le max de x y égale à y. Ça veut dire quoi? Je transpose le y de l'autre côté, j'ai x moins y et f égale 0. Cela signifie que la valeur absolue de x moins y égale à moins x plus y. C'est l'opposé. Quand quelque chose est négatif, sa valeur absolue donne l'opposé. Puisque une valeur absolue, elle est toujours positive. C'est à cause de ça. Donc, je caractérise l'équation x plus y égale x, valeur absolue plus plutôt, valeur absolue de x moins y sur 2 égale quoi? Ben, j'ai x plus y moins x plus y sur 2 égale y. Oui, c'est la même chose. Les deux x sautent. J'ai 2y sur 2, j'ai y. Ce qui signifie que le max entre x et y est égal à x plus y plus x valeur absolue de x moins y sur 2. Dans ce cas-là aussi. Donc, dans les deux cas seulement possibles, les deux cas qui sont les seuls possibles, ben, j'ai prouvé que tout le temps, on a un maximum de x y égal quand même à cette valeur. Et donc, ça veut dire que finalement, le maximum de x y, quelle que soit la situation, est égal à cette formule. Donc, cette formule, en fait, c'est la formule du maximum de deux nombres. C'est donc la formule du maximum de deux nombres. Ça. OK? Là, maintenant, s'il y a des questions, donc si c'est clair. Bien. Très bien. Alors, d'accord. Donc là, à présent, il y a le cas du min aussi. Le cas du min, c'est la même situation. Min de x, y égale x plus y moins valeur sur de x moins y sur 2. Donc, pour le cas du min, je ne vais pas traiter. C'est la même procédure. Je vous laisse donc le faire à la maison comme, d'accord, exercice d'application. Ok, normalement, les TD aussi, vous devez les préparer. Mais là, donc là, puisque j'ai fait ce cas-ci, ben, je vous demande de faire le cas du minimum qui est dans la même idée que celui-là. Donc, comprenez ce qui s'est passé avec le cas du max et essayez de faire le cas du minimum, d'accord, sans regarder la solution. Ok? Juste en se basant sur votre compréhension. Ok. Donc, ça, c'est le cas du minimum. C'est parfait. Donc, vous le traiterez. Ok? Alors, on passe donc à la suite. On nous a demandé, dans la même exercice, de trouver une formule pour le max entre trois nombres. Le maximum entre trois nombres. C'est-à-dire max de x, y, z. Cette fois-ci, on a trois réels et on veut tout caractériser le maximum. C'est ça la question. On veut caractériser le maximum entre trois nombres, comme on avait fait comme on nous avait demandé de montrer dans le cas
d'accord, de maximisation de deux, d'accord, du maximum plutôt de deux nombres. On avait vu que le maximum de deux nombres était donné par la formule-là. On veut maintenant avoir la possibilité aussi de caractériser de la même manière le maximum de trois nombres. Et on nous demande à nous de le faire. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Ben là, je vais exploiter d'abord le fait que, ok, le maximum entre trois nombres, c'est aussi le maximum entre les deux, le maximum d'abord du maximum des deux et du troisième. Je m'explique, on va voir. D'abord, je pose que t égale max de x, y. Parce que je sais qu'il va sortir d'ici. Il sera là. Il est à l'intérieur. T, le maximum entre x, y. Et je rappelle que sa formule, c'était ça. Je note T pour simplifier les écritures là où j'en aurais besoin. D'accord? C'est pour simplifier l'écriture. Mais après, de la manière, il sera remplacé par sa valeur. Donc, d'accord. Ensuite, je vais caractériser. C'est là que ça sort. Max de x, y, z. C'est égal au max du max de x, y et de z. Oui, parce que vous prenez le maximum entre x et y. Vous avez le résultat. Vous prenez ensuite le maximum entre ce résultat et le z. Ça vous donne le maximum des trois nombres. Ok? Donc, j'ai le maximum entre 2, 4 et 8 par exemple. Ben, je fais d'abord le maximum entre 2 et 4. Ce maximum-là, je prends le maximum entre entre 2 et 4, c'est 4. Je prends le maximum entre 4 et 8, ça fait 8. Donc, c'est le maximum entre 2, 4 et 8. Ok? Voilà l'idée, quoi. D'accord? Donc, le max du max entre x, y et de z. Bien. Ça veut dire que c'est le maximum de t, z. Parce que j'ai décidé de le noter t pour pouvoir écrire les choses, d'accord, à l'état simplifié et mieux voir. Si j'écris t, z, ben là, je vois que je peux utiliser la formule encore pour t et z. Max de t et z, j'ai une formule. C'est t plus z. D'accord, c'est la formule là. Pour le x, y, ben cette fois-ci, c'est t et z. C'est t et z à la place du x, y ici. Donc, j'écris la formule là en mettant t et z. T plus z plus t moins z, valeur absolue, sur 2. Le max entre t et z. Bien, j'ai caractérisé donc. Max de x, y, z est caractérisé par t plus z plus t moins z sur 2. Mais ce t là, il a une valeur. Ce t là, c'est le max aussi de x, y. Donc, je vais le remplacer dans la nouvelle formule que j'ai. Pour enfin pouvoir conclure que c'est ça la formule de max y, x, y, z. Là, je remplace le t par sa valeur. T, c'est max de x, y. Max de x, y, c'est ça. Je remplace x plus y plus valeur de x moins y sur 2. C'est t, c'est le t. Plus z, plus valeur absolue de t moins z. Le t, je l'ai remplacé sur 2. Ben, je peux faire encore des simplifications d'écriture. Ok, il faut simplifier l'écriture. D'accord? De façon que la formule soit le plus lisible possible. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai x plus y plus la valeur de x moins y plus 2 fois z. J'ai réduit en fait au même dénominateur avec ces deux-là. Et puis, je vais descendre le 2. Là aussi, je ferai pareil. Je vais descendre le 2. Ok? Alors, plus 2z plus la parenthèse, toujours des valeurs absolues. X plus y plus valeur de x moins y moins 2z. Moins 2z. Réduction au même dénominateur. Sur 4. C'est le 2 du dénominateur de ceux-là et le 2 de ceux-là. Ensemble, vont donner une autre fraction avec dénominateur 2. Avec l'autre 2 en bas, ça va faire sur 4. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez que donc, je peux laisser comme ça aussi, hein, si je veux. Je peux laisser comme ça. Ou bien, j'écris encore de manière plus simple. Là, j'ai séparé x plus y plus z, plus valeur de x moins y, plus z, plus aussi ça. D'accord? La même chose, mais bof. C'était pas nécessaire, on aurait pu s'arrêter à ça. D'accord? Mais voilà, dans tous les cas, l'un ou l'autre, voilà une caractérisation du maximum entre x, y et z.
Donc, le maximum de 3 nombres ben, est toujours donné par cette formule. Ça a donné par la formule là. OK? Donc, voilà, c'était ça pour la formule demandée de la maximisation, donc du maximum plutôt de 3 nombres. Voilà une formule qui permet de le caractériser. Voilà. Alors, y a-t-il des questions? Est-ce que c'est clair? OK. Alors, donc, là, tout ce qu'on vous demande, en fait, c'est, d'accord, donc de faire le maximum entre x, y et z, d'accord? Le maximum entre 3 nombres. Vous avez déjà l'information sur le maximum entre 2 nombres. On veut maintenant le maximum des 3 nombres. Je caractérise simplement le fait que le maximum de 3 nombres, c'est le maximum des 2 autres. D'accord? Le maximum des 2 autres et du troisième. Donc, max de x, y et de z. D'accord? C'est ça le maximum de x, y, z. Le max de x, y, ben c'est t. Je l'avais posé ici, t, parce que je sais que j'en aurais besoin. Je l'ai posé dès le départ pour simplifier l'écriture. J'ai max de tz. Max de tz, j'utilise la formule du maximum. C'est acquis, c'est prouvé à la question précédente, donc je peux l'utiliser. C'est le maximum entre tz est toujours caractérisé par cette formule. T plus z plus t moins, valeur absolue de t moins z sur 2, c'est-à-dire celle-là, elle est là. Mais seulement en remplaçant à la place de x, y, je mets tz, donc je remplace dans la formule. Une fois que c'est fait, ben je fais que remplacer le t par sa valeur. T, c'est quoi? T, c'est le maximum entre x et y et c'est égal à cette formule. Je le remplace ici. Donc, t plus z plus valeur absolue de t moins z sur 2. Maintenant, je fais une réduction au même dénominateur. 2 fois z ici sur 2. Là aussi, 2 fois z ici sur 2. Comme il y a un même dénominateur, 2, 2, donc je le fais descendre. Dans le résultat suivant, j'ai sur 4. Mais ici, en haut, j'aurai quoi? X plus y plus valeur absolue de x moins y plus 2z. Plus la valeur absolue de x plus y plus valeur absolue de x moins y moins 2z. Là, je peux m'arrêter là. Sinon aussi, je simplifie encore plus. C'est-à-dire que donc j'essaie d'avoir x plus y plus z, les 3 nombres, plus quelque chose, ainsi de suite. D'accord? Donc voilà, j'ai transformé de cette manière, mais c'est la même chose. Donc on aurait pu s'arrêter depuis là. Donc voilà. Ok, donc s'il y a d'autres questions. Ok. Donc, si c'est clair, donc voilà. On va. Donc, cette formule de max de 2 nombres, on doit le mémoriser. Bon, pas forcément, hein, mais si vous le mémorisez, ça sera un plus. Hein, vous pouvez l'utiliser, on ne sait pas, quelque part. Ok? En justifiant d'où vous l'avez tiré, etc. Mais bon. Mais je pense que tout ce qui n'a pas été donné dans le cours comme formule, ben, n'est pas à mémoriser, d'accord? Parce que c'est dans le cours que vous savez ce que vous devez mémoriser pour utiliser dans vos preuves, vos démonstrations, vos exercices. OK? Mais en dehors de ça, ben, vous pouvez juste le connaître, c'est bien, parce qu'on ne sait jamais là où vous pouvez avoir à l'utiliser. On peut vous dire d'utiliser la formule du maximum, etc. Et là, de ce fait, si c'est le cas, ben, vous devez connaître au moins cette formule pour peut-être vous aider à faire ça. Ou bien on peut vous demander aussi, ok, de montrer, ok, de trouver une formule du max. Parce qu'on sait que dans le TD, vous l'avez vu. Donc, si vous l'avez mémorisé, ce sera plus facile. Parce qu'à ce moment-là,
vous allez pouvoir réécrire ce que vous avez mémorisé et après prouver que c'est bien ça le maximum. Mais si vous ne l'avez pas déjà comme en mémoire, ce sera un peu plus dur parce qu'il faudra écrire, faire des choses pour essayer de prouver le maximum, donc trouver une formule du maximum. Ok? Donc c'est bien toujours de mémoriser certaines formules, c'est utile. Ok? On ne sait jamais. Mais ce n'est pas obligé. Donc je répète que ce qui est obligé, c'est donc les cours, le cours, les formules du cours, les théorèmes du cours, propositions, etc. Ben ça, c'est à connaître. Mais dans le TD, ça, c'est des exercices. Donc là, pas obligé de mémoriser quoi que ce soit. OK? Voilà. Mais le connaître, c'est bien aussi. OK. Donc, est-ce que c'est votre premier cours? Oui. Entre nous, oui, c'est notre premier cours. Dans le groupe 2, là, c'est notre premier cours. D'accord? C'est notre premier TD, en fait. OK? Puisque le cours magistral, ça, c'était pas le cours magistral. Le cours magistral, c'est le cours que vous êtes censé faire le lundi, apparemment dans l'emploi du temps que j'ai vu. Ok, vous deviez le faire le lundi, ok, avec un autre enseignant, donc c'est lui qui devait faire le cours magistral. Ici, c'est un TD, d'accord, donc qui vous permet de corriger les exercices, de comprendre et de revenir sur certaines choses que vous n'avez pas compris. D'accord, donc ici, donc c'est ça. Mais c'est le premier, effectivement. C'est la première fois qu'on vient donc de commencer notre premier. La dernière fois, on n'a pas fait. OK? D'autres questions? Bien, donc c'est chaque jeudi, oui. Chaque jeudi, à 7h, c'est à 9h, ben, on se recapte. Donc, c'était écrit dans Annonces et Nouvelles. Je l'avais aussi écrit dans un message envoyé à tout le monde. Donc, oui, c'est chaque jeudi de 9h à 11h, d'accord, jusqu'à nouvel ordre. Bien sûr, parce qu'on ne sait pas, c'était pas mis dans votre calendrier. On peut vous organiser autre chose, je ne sais pas. On verra. Mais pour l'instant, donc s'il y a des changements, ben, il faut qu'on se tienne informé. D'accord, il faut qu'on se tienne informé. Et donc là, pour l'instant, donc oui, ce sera tous les jeudis de 9h à 11h. D'accord? J'ai vu aussi que les vendredis, dans l'après-midi, c'est disponible. On verra. Si je me libère aussi les vendredis, peut-être on changera pour des vendredis, on verra. Dans tous les cas, pour l'instant, vous voyez, pour l'instant, c'est les jeudis. Tous les jeudis, de 9h à 11h. Ok, donc voilà. Oui. Donc, dans notre emploi du temps, c'est pas... Non, donc dans votre emploi du temps, on n'a pas mis le jour du TD. D'accord, je ne l'ai pas vu dans votre emploi du temps. Ça m'a fait bizarre. Dessus, je ne vois pas d'emploi du temps TD. Mais c'est pas grave, parce que moi, d'ailleurs, j'ai l'habitude, d'accord, d'organiser mes propres jours de TD. D'accord, donc il faut qu'on voit entre nous ce qui nous convient, on fait un TD. D'accord, donc là, donc c'est pas un problème. J'ai vu dans votre emploi du temps que le jeudi était libre de 9h à 11h et les vendredis après-midi. J'ai choisi celui du jeudi de 9h à 11h. Voilà. Donc, pour les TD, on doit les traiter avant de venir ou bien... Oui, c'est bien de les traiter, puisque c'est ça l'objectif du TD. C'est que vous fassiez de la recherche chez vous, vous essayez de comprendre, essayez de trouver, d'accord? Et maintenant, que vous y arrivez ou pas, c'est pas vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous essayez au moins de creuser, d'accord? Donc, d'affiner votre esprit dans la recherche. Et d'accord, donc ce qui fait que quand vous venez et que vous avez les explications et que vous avez les corrections, ben là, vous comprenez beaucoup mieux les choses. Donc, c'est toujours bien de faire les TD à l'avance, d'essayer de voir est-ce qu'on est capable de résoudre la question, de comprendre sur la base du cours, ok, est-ce qu'on est capable de faire l'exercice. À ce moment-là, quand vous venez en TD, quand on vous donne la solution, ben là, c'était comme si, ben là, vous vous dites, oui, oh, donc là, j'ai juste loupé, mais bon, voilà quoi. Donc, j'aurais même pu le trouver si j'avais persisté.
c'est logique, c'est évident, etc. C'est parce que vous aurez au moins essayé de chercher dans votre esprit. C'est toujours bon donc de faire les TD, d'accord, donc avant de venir, etc., de voir les TD. Les cours de lundi, c'est avec vous ou bien non, c'est pas avec moi. Donc les cours de lundi, c'est le cours magistral, c'est un autre enseignant qui le fait. Donc je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore commencé, mais en tout cas, c'est un autre enseignant qui fait les cours du lundi, le cours magistral en analyse 1, c'est un autre enseignant. Ok. Donc, le TD, là, l'exercice, ces exercices, je vais les mettre dans le forum de partage. Chaque fois qu'on fait un TD, les exercices qu'on a corrigés, là, donc, je vais les mettre dans le forum de partage. Vous pourrez y aller et les récupérer, les télécharger, la correction. D'accord? Donc, vous pourrez les télécharger dans le forum de partage. C'est là que je mettrai toutes ces corrections-là. D'accord? Donc, vous pourrez ensuite les voir, donc les prendre et les étudier, etc. D'accord? Donc, ils sont mis dans le forum de partage. Ok? Donc, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je crois que vous avez quelque chose à 11h normalement, un cours magistral ou autre chose, je ne sais pas. Donc, je vais vous libérer et donc, on se dit à la prochaine. Donc, voilà. Entre-temps, on se connecte aussi sur les forums de partage, questions-réponses, etc. Voilà, les messages. Très bien. Donc, on se dit donc à jeudi prochain. Oui, j'ai enregistré. J'ai enregistré, hein. Donc, vous pourrez le suivre. Donc, j'ai enregistré. Ok, à plus.